Bon, alors, bon nombre d'entre vous connaissent déjà le charismatique docteur Isaac Bodoc, qui est chef de service de dermatologie à l'hôpital Simone Veil de Cannes et président de l'AMIF, l'Association des médecins juifs de France. Chaleureux, généreux, discret, malgré son emploi du temps extrêmement surchargé, il a très gentiment accédé à ma demande, qui était de faire une conférence dans le centre communautaire ACI de Cannes sur un thème passionnant, Maïmonide et ou Hippocrate. Alors, on peut se poser la question, y a-t-il contradiction ou complémentarité entre la Torah et la médecine traditionnelle? On va lui laisser la parole et nous découvrirons tous ensemble quelle est la réponse. Merci. Merci encore de m'avoir invité, Ève. Et en fait, ça a commencé comme ça, l'histoire. Je me dit, Monsieur Bodoc, je voudrais que vous parliez de quelque chose. Je parlais de vous. Je dis, mais non, comment parler de moi? Je ne vais pas parler de moi à la communauté de Cannes. Il m'a dit, si, écoutez, je suis un petit peu étonné. Vous avez cette double casquette d'être chez le service des dermatos et en même temps religieux. Et que ça vous semblait étonnant. Moi, ça me semblait que naturel. Et d'ailleurs, je vous dis, je sais ce que je vais vous dire, je sais ce que je vais vous répondre. Je vais vous répondre ma thèse. Et quand j'ai fait ma thèse, je crois que j'ai innové à Nice, on devait être 2 ou 3, peut-être le seul, où j'ai demandé qu'on mette des phrases de Maïmonide à la fin de ma thèse, en même temps qu'Hippocrate. Et je voudrais saluer mon maître, le professeur Horton, qui est actuellement fatigué, qui m'a dit, il n'y a pas de problème, Isaac, tu peux. Je regarde les lettres, je regarde ces mots et je le fais. Donc dans ma thèse, il y avait les deux, et Hippocrate et Maïmonide. Eh ben, je vous réponds, voilà comment je suis un petit peu, bien sûr, Hippocrate, très, très certainement Hippocrate, et Maïmonide par ma culture. Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison Maïmonide. Diapositive, s'il vous plaît. Alors, il faut... Voilà, alors... Pourquoi je vais commencer par Hippocrate et Galien. Pour quelle raison? Parce que Maïmonide, bien sûr, c'est un médecin qui suit Aristote, mais 2 personnages clés ont guidé sa médecine, c'est Hippocrate et Galien. Et d'ailleurs, Maïmonide ses premiers livres qu'il a traduits en arabe, en écrivant parfois en judéo-arabe, c'était les traités d'Hippocrate et de Maïmonide qu'il a voulu absolument divulguer à la jeunesse juive de l'époque pour qu'ils puissent connaître Hippocrate et Maïmonide. Alors, qui était Hippocrate? Hippocrate, vous savez que tous les médecins signent le serment d'Hippocrate. Hippocrate, c'est un médecin grec de 460 avant notre ère. Il a fondé l'école de médecine. Donc, toutes les écoles de médecine, c'est des écoles hippocratiques. Il va séparer la religion de la médecine en disant que ce n'est pas une punition, mais la conséquence de facteurs. Il n'y a pas de maladie mystique. Et lui privilégie plutôt la diététique. Par contre, il n'y avait pas trop de diagnostic dans ce qu'a présenté Hippocrate, mais il a vraiment séparé la religion de la médecine. Et la particularité de la médecine dite d'Hippocrate, c'est l'obligation de connaissance et de transmission du savoir. Maïmonide n'a fait que ça, apprendre et enseigner, l'égalité de prise en charge des patients, la défense de la vie et le secret médical. Mais la petite particularité, il dit que par sa mère, il serait le descendant d'Asclépios. L'Asclépios, c'est le dieu grec. Diapositive. Galien vient bien plus tard. Claude Galien, c'est le médecin des chirurgiens. Façon de parler, c'est le chirurgien par excellence. Alors Claude Galien, c'est un médecin grec qui est né à Pergame. Pergame, c'est en Asie mineure. En 130, il y a plus de 130 lieux dédiés à Asclépios à Pergame. Il a voyagé dans différents centres de médecine.
Il a été médecin des gladiateurs, il s'établit à Rome où il est le médecin de Marc Aurèle. Et lui, il a surtout fait des dissections, des grandes dissections sur les animaux. C'était à Rome. Et il a montré la physiologie par la dissection. Il suit complètement Aristote, comme d'ailleurs même Maïmonide, et en disant qu'il n'y a rien d'inutile dans la nature, les objectifs de Dieu sont explicables par l'observation de la nature. Bon, on retrouve Pascal, on retrouve le côté contemplatif de Dieu, diapositive, de la croyance en Dieu. Maïmonide, lui, va suivre complètement ces deux médecins, va traduire ces traités pour essayer de les diffuser. Qui est Maïmonide? C'est Rabbi Moshe ben Maïmon, il est connu sous le nom de Rambam. Il est né en 1138 et il est décédé en 1204. Pour certains, il serait né en 1135, mais les découvertes récentes, en particulier de son thésaurus de botanique qui a été découvert dans la Gnisa du Caire, mais il ne lu qu'en 1932, il y a très peu de temps, on peut confirmer pratiquement qu'il est né en 1138 et non en 1135. Il est né le 1er Tishri, jour de Rosh Hashanah, à Cordoue. C'est le fils de Maïmon de Yosef. Il était juge du tribunal rami de Cordoue. Et par sa maman, il serait descendant de Yehuda Hanassi. Ce n'est pas dénué de sens, parce que d'être descendant de Yehuda Hanassi, c'est probablement qu'il avait le Talmud tout le temps à la maison et des originaux du Talmud chez lui. Sa dépouille mortelle a été transportée de Phostat, on en parle après, à Tibériade, et il disait de lui, moi j'adore cette phrase, il écrit aux Juifs du Yémen, « Je suis un des plus humbles érudits d'Espagne, dont le prestige a décru en exil. » On voit un peu la souffrance et on voit l'humilité de cet homme, comme Moshe Rabbeinu, comme on dit, mais Moshe, il est vraiment d'une grande humilité. Il a marqué, vous allez voir, aussi bien la vie juive, par ce qu'il écrit, que les médecins. Diapositive, s'il vous plaît. Quand il naît, c'est la terreur dans le monde juif. Il naît donc en 1138, et en 1031, c'est la fin des Omeyyades. Les Omeyyades, il y avait le califat de Cordoue qui était unifié, et à la mort, je ne me rappelle pas du calife, les enfants se disputent, et là c'est plus un califat, mais des taïfas, des petites zones. Et donc là, c'est très facile. Il y a des attaques des Almohades qui arrivent d'Afrique du Nord et du Maroc et qui viennent sans arrêt en Espagne. Et là, ils font des razzias, etc. Au même moment, c'est la deuxième croisade. Au même moment, en Angleterre, c'est le crime rituel où les enfants juifs, il y a le Condé de Norwich. Et quelque temps avant, on a cette intelligentsia juive exceptionnelle qui a écrit qui a fait tous les chants qu'on chante à Kippour, qui a fait des médecins. Donc il y a le philosophe Ben Gabirol, Ibn Ezra, Yehuda Halevi se sauve d'Espagne, quitte l'Espagne pour certains d'Israël, pour d'autres en Égypte. Aban Ben-Mir Ben Kamial et le Rif, même le Rif, pour ceux qui le savent, il fuit Fès, il quitte Fès pour aller s'installer au nord de l'Espagne et vers la France. Et je vous rappelle que le Rabbi Yitzhak El-Fassi, c'est lui qui a enseigné. Rachi a beaucoup appris et a été avec lui. Donc le Rif fuit Fès. Donc c'est vraiment la terreur dans le monde juif. Et qu'est-ce qu'écrit Maïmonide? Alors écoutez bien les amis. Comme vous il écrit à l'épître des Juifs, à l'épître des Yéménites, il écrit aux Yéménites, « Comme vous le savez, mes frères, c'est parce que nous avons péché que Dieu nous a jetés au milieu de ce peuple, de cette nation d'Ismaël qui nous persécute et trouve toujours de nouveaux moyens de nous nuire, de nous humilier. Aucune nation n'a causé plus de tort à Israël, aucune ne nous a autant rabaissés et avilis, aucune n'est parvenue à nous réduire comme elle l'a fait. » Ça c'est en 1172. Mais c'est pour donner une réponse à quelqu'un qui m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il en est de la conversion ?» Non, c'est pas la conversion. La conversion, elle aurait eu lieu là. Voilà ce qu'il écrit sur l'islam. Donc il n'y a jamais eu de conversion. J'en parle parce que à cette époque-là, jusqu'en 1492, 70% de la population juive était séfarade et 30% ashkénaze. Avant la guerre,
c'était exactement le contraire. Où sont partis ce pourcentage? Vous avez compris, dans les conversions de force, dans les pogroms. Et donc il faut essayer d'oublier, comme moi, comme d'autres, des nostalgiques du Maroc qu'on a vécu pendant une centaine d'années. Mais jusqu'en je vous rappelle, pour lui facile, présente le Khossadi Fès, c'était en 1912, c'est un pogrom à Fès, dernier pogrom. Petit Jean, là encore, c'était en 1960, où ils ont assassiné. Donc en fait, il y a eu sans arrêt des pogroms, bien sûr au Maroc aussi, qui ont fait que les Juifs sont partis. Diapositive. L'influence des migrations, donc dès l'âge de 10 ans, il se sauve, et là, on ne sait pas, en 10 ans, on ne sait pas où il est, mais par ses écrits, on voit qu'il a erré certainement à Grenade, parce que son père connaissait très bien Yehuda Ibn Tibon, qui était un médecin rabbin traducteur, dont son fils, Samuel Ibn Tibon, va traduire l'ensemble de l'œuvre de Maïmonide. Samuel Ibn Tibon, lui aussi, se sauve et s'en va à Lunel, s'installe à Lunel. Et la famille des Ben Tibon, c'est eux qui vont créer la faculté de médecine de Montpellier, c'est avec leur... et après les facultés. Donc, et tous ces écrits, aussi bien de Maïmonide, aussi bien de Israël d'Israéli, vont se retrouver dans la faculté de médecine de Montpellier. Donc cette famille Ibn Tibon, en particulier Samuel Ibn Tibon, va traduire la majorité de l'œuvre, aussi bien l'œuvre religieuse qu'il a écrit sauf le Yad HaChazaka en hébreu, la majorité il a écrit en arabe, en judéo-arabe. Et donc c'est Ibn Tibon qui se charge de la traduction. Dans ses écrits aussi, on apprend qu'il était à Séville, puisqu'il était en amitié avec Aven Zohar et Averroès, ces médecins musulmans extrêmement célèbres par leurs écrits. Et il avait avec eux, comme Ibn Bajjah, et probablement Ibn Bajjah Ibn Toufal, qui étaient ses amis, qui ont enseigné avec lui, et qui eux vont aller à Fès. C'est probablement une des raisons pour laquelle Maïmonide se retrouve à Fès. Parce qu'on ne comprend pas très bien qu'il fuit les Almohades pour se retrouver chez les Almohades. Alors, je vous rappelle, donc il a lu principalement en médecine Hippocrate, Galien, Avicenne, Rhazès et Isaac d'Israéli. Alors, Isaac d'Israéli, il ne faut pas le confondre avec... il y en a trois d'Isaac d'Israéli. Hein. Il y a le Hakatan, c'est au XVIIIe siècle. Il y a Isaac d'Israéli d'Angleterre qui a dû se convertir pour devenir lord, c'est beaucoup plus tard, c'est vers le 19e siècle. Mais Isaac d'Israéli dont je vous parle, il est médecin, il a écrit et rabbin, il était à Kérouan, les Tunisiens à l'honneur. Et donc, parce qu'il y avait à Kérouan, il y avait une énorme faculté de médecine à l'époque, et Isaac d'Israéli était dans cette faculté, et le Rabbi Maimon rapporte très nombreuses fois des écrits d'Isaac d'Israéli. Il rapporte au niveau religieux, bien sûr, Saadia Gaon, lui aussi, Égypte, Kérouan. Alors, ensuite, il s'installe donc à Fès. Et à Fès, là aussi, vous avez remarqué que Rambam va s'installer uniquement dans des zones, dans des endroits où il peut apprendre. Toute sa vie, ça a été ça, essayer d'apprendre et enseigner. Pourquoi Fès? Pas Fès. À Fès, il y a la fameuse école des Karawin, pour les faciles ici présents. Et dans cette école, c'est une école de médecine. Et il a été là avec Ibn Bajjah, Ibn Toufal. Il commence à cette époque-là déjà la médecine. Il commence déjà à être médecin à Fès. Et c'est là où il apprend aussi, se rapproche il apprend la religion aussi. On ne peut pas dire qu'il apprend la religion, excusez-moi, mais il va avoir comme maître religieux le rabbi Yehuda HaKohen Ibn Shushan. Alors j'en parle parce que c'est très important. Il écrit des épîtres. Au Maroc, on l'appelait l'aigle des synagogues. Au Maroc, à l'époque, il y avait une telle... les Juifs étaient tellement soumis qu'ils avaient décidé de ne plus créer de synagogue. Il y a une très grande dispute. Il leur a dit non, absolument pas, il faut créer des synagogues. C'était la première dispute de Maïmonide avec les Juifs de Fès. Et la deuxième dispute, il leur a dit écoutez, si vous vous forcez à vous convertir, convertissez-vous et en cachette, faites comme les maranes, faites votre religion. Dès que les musulmans, je ne vais pas parler comme ça, dès que les Almohades ont appris ça, ils ont décidé de le tuer. Et
il paraît, je ne suis pas sûr, mais c'est vraisemblable, toutes les portes de Fès, qui s'appellent Bab el-Moslohin, Bab el-Madbouhin, je ne sais pas ceux qui connaissent Fès, il y a des portes dans le vieux Mela qui ont des noms que de massacres. Et c'était la manière dont on allait pendre ou faire à Maïmonide si on l'attrapait, lui, sa femme, et sa sœur, lui, sa sœur et son père. Il s'est sauvé, et là, il se retrouve, il s'en va en Israël, en Palestine, à Saint-Jean d'Acre, et où il reste 5 mois. Vous voyez que il a beaucoup de connaissances. Il rencontre à Jérusalem Richard de Cœur de Lion, qui lui donne une autorisation pour aller visiter la vieille ville de Jérusalem, Hébron, et il passe une journée exceptionnelle à Hébron, et il écrit en disant que c'était la plus belle journée de sa vie. Pour ceux qui vont à la vieille ville à Jérusalem, à la porte de Jaffa, juste à gauche, vous avez un très 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 beau monument qui illustre la rencontre de Saladin, Maïmonide et Richard de Cœur de Lion. Donc vous voyez déjà un rôle de leader religieux qui s'installe chez Maïmonide. Après cela, il va au Caire. Pourquoi au Caire? Parce qu'il se dit, c'est là où il va y avoir une bibliothèque, c'est là où je vais apprendre. Alors je rappelle, diapositive s'il vous plaît.